Il est 13h sur Aloula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. À la une de cette édition, la visite au Maroc du président du gouvernement espagnol à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une visite sanctionnée par une déclaration conjointe en 16 points. Lecture des axes forts de la déclaration avec notre expert des relations internationales, Zakaria Boudahab, et notre invité plateau. Nous ferons ensuite la rencontre de Vicente et Fina, un couple d'origine espagnole qui a fait il y a 40 ans le choix de s'établir au Maroc. Une famille en parfaite communion, engagée dans la vie sociale. Ils nous racontent leur parcours, leur lien étroit avec le Maroc. Et c'est surtout un message de vivre ensemble qu'ils souhaitent lancer. Sport et Ramadan sont-ils complices? Nous avons posé la question à un coach, à un nutritionniste. Une seule règle d'or, pas d'excès. À suivre en fin de journal. Bonjour, avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau le professeur Zakaria Boudahab, expert en relations internationales et professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un moment important dans l'histoire des relations entre le Maroc et l'Espagne, un tournant qui a donné le ton à la consolidation de l'ambitieuse feuille de route définie par les deux pays, amis et voisins, pour une coopération multidimensionnelle. Une feuille de route durable et ambitieuse qui comprend différents aspects, des aspects évoqués dans la déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Un nouveau focus dans cette édition sur la nouvelle feuille de route avec Nisrine Oustar. Le Maroc et l'Espagne ne partagent pas uniquement la proximité géographique, mais également la volonté d'aller de l'avant pour promouvoir un partenariat plus global. Les deux pays voisins ont des objectifs communs et ils sont tous les deux conscients de l'importance stratégique des aspirations légitimes de leur peuple à la paix et à la prospérité. La déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez ouvre la voie à la concrétisation de cette nouvelle étape. D'abord, la déclaration note que les sujets d'intérêt commun seront traités, je cite, dans un esprit de confiance, loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis. La déclaration note également que la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée. Plus précisément, le document évoque le rétablissement immédiat des liaisons maritimes de passagers entre les deux pays et de façon graduelle jusqu'à l'ouverture de l'ensemble des fréquences. La déclaration note que le groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes dans la façade atlantique sera réactivé afin de réaliser des avancées concrètes. Parmi les autres points majeurs de la déclaration, nous retenons également la coopération dans le domaine des migrations. Eh bien, cette coopération sera aussi relancée et même renforcée. Le groupe permanent hispano-marocain sur la migration se réunira prochainement. Ce sera à la faveur d'une approche globale et équilibrée du phénomène migratoire. La coopération sectorielle sera aussi réactivée dans tous les domaines d'intérêt commun, à leur tête l'économie, toutes filières confondues. Une réunion se tiendra prochainement sur la facilitation des échanges économiques et un groupe de travail spécifique sera établi à cet effet. La coopération culturelle sera aussi renforcée. Un nouvel élan sera imprimé au conseil d'administration de la Fondation des Trois Cultures. Et pour accélérer la matérialisation des nouvelles relations entre les deux partenaires stratégiques, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez désigneront un comité en charge de la mise en œuvre de la présente déclaration. Ce sera dans un délai de 3 mois. Un tournant historique dans les relations maroco-espagnoles. Le communiqué conjoint trace donc une nouvelle feuille de route composée de pas moins de 16 points et autant de décisions. Nous vous proposons une sorte d'arrêt sur image pour un décryptage de cette feuille de route et nous avons le plaisir avec nous sur le plateau d'accueillir monsieur le professeur Zakaria Boudahab, professeur en relations internationales. Tout d'abord, professeur, ce premier point de la déclaration conjointe, élément central de la visite officielle du président du gouvernement espagnol. Et là, je cite, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme crédible,
pour la résolution de ce différend. C'est un peu la voie de la raison qui trace la voie de l'avenir. Peut-on résumer ainsi la véritable portée de cette décision de l'Espagne ? Tout à fait. Une raison récupérée après que le Maroc ait dit comme étant une sorte de condition, comme nous les juristes on le dit, préjudicielle. C'est-à-dire que d'abord, il fallait recentrer la problématique saharienne au cœur du dispositif. Et ce n'est pas anodin de remarquer que dès le premier paragraphe, la centralité de la question nationale marocaine, l'intégrité territoriale est soulignée. Et ceci dit, tout ce qui va par la suite est la conséquence de cette reconnaissance. D'abord, soutien stratégique de l'Espagne au plan marocain d'autonomie. Et de la sorte, l'Espagne, en fait, se rapproche de la position d'autres parties. Mais il faut dire que l'Espagne est quand même un pays qui n'est pas comme les autres, compte tenu de sa responsabilité historique, il faut le rappeler, dans le déclenchement de ce conflit artificiel. Donc, on peut dire qu'au final, la voie de la raison a été, on va dire, réintroduite dans un processus qui va être évolutif et dynamique entre le Maroc et l'Espagne. Et la position de l'Espagne est qualifiée comme la plus avancée sur le plan européen, sur la question du Sahara marocain. Est-ce que la voie est tracée pour d'autres pays du voisinage européen? Pourront battre le pas à Madrid? Qu'en pensez-vous en tant qu'expert des relations internationales? On peut considérer que la reconnaissance américaine, décembre 2020, de la marocanité du Sahara, a un peu été un catalyseur pour d'autres reconnaissances similaires. Et on a vu combien de consulats ont été ouverts dans des villes marocaines comme Dakhla et Laayoune, et au-delà. Et on peut donc considérer que d'abord l'Espagne, étant un pays européen qui fait partie de l'Union européenne, s'il a pris cette position, géopolitiquement elle est audacieuse, mais elle est proactive, car elle part du blocage et de l'impasse dans laquelle se trouve hélas le conflit du Sahara, qui pour nous est tout à fait artificiel. Bon. La France, il faut quand même le rappeler, qu'il y a longtemps soutenait stratégiquement le plan. Dans le cadre du Conseil de sécurité, on peut penser donc à l'Allemagne aujourd'hui avec ce revirement positif pour le Maroc. On peut donc penser que d'autres pays allaient peut-être adopter, je dirais, une position audacieuse, mais qui au final ne fait que se conformer avec le paradigme du Conseil de sécurité. On pense au Royaume-Uni, on pense au Portugal, d'autres pays peut-être nordiques. C'est là où il faudra peut-être explorer d'autres possibilités de soutien dans les années à venir. Et justement, et avant de poursuivre ce décryptage, une de nos équipes s'est rendue cette semaine à Strasbourg, au siège du Parlement européen, où un membre influent de la commission parlementaire chargée de la pêche a qualifié la nouvelle position de Madrid d'éclaircie prometteuse. Je vous propose de suivre ce reportage signé Mohamed El Chgari Abdelali Gnouni. Il fait actualité au siège du Parlement européen à Strasbourg. Le tournant historique que connaissent les relations maroco-espagnoles, tournant consécutif à la nouvelle position de Madrid soutenant l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain. Le sujet est au centre d'entretien effectué par le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, ici avec un membre influent du comité parlementaire européen chargé du dossier de la pêche. Je parle d'avancée, d'éclaircie sur les possibilités que l'accord de pêche soit mis en œuvre. C'est justement plutôt un bon signe, une bonne nouvelle. On va pouvoir lever quelques obstacles qui avaient pu être placés, d'incompréhension. D'autres dossiers sont abordés lors de ces entretiens de 2 jours avec des présidents de groupes parlementaires européens. Les attentes du Maroc sont bien définies. C'est une relation qu'on veut développer, on veut lui donner un coup de pouce pour qu'elle soit une relation qui est exemplaire, mais également c'est une relation qui est équitable et c'est une relation où on discute toutes les problématiques qui concernent l'Europe, mais également qui concernent le Maroc. La rencontre, c'est très bon. Et pour discuter la future, pour la relation économique et pour renforcer la relation de l'Union européenne avec le Maroc. Le Maroc est le premier partenaire de l'Union européenne au plan arabe et africain et il ambitionne de renforcer son partenariat stratégique non seulement au niveau commercial mais également et surtout au plan politique.
Votre commentaire, professeur, au sujet du reportage que nous venons de suivre? Il faut d'abord saluer le travail accompli par la commission conjointe parlementaire entre le Maroc et l'Union européenne, qui a été mise sur pied dans le cadre de ce qu'on appelle le statut avancé, qui a été octroyé au Maroc en octobre 2008. Et en second lieu, il faut également renforcer la diplomatie dite parallèle, dans le sens où elle complète la diplomatie officielle. Donc on voit aujourd'hui le Parlement marocain avant-gardiste, à pieds joints, œuvre pour donner un contenu concret à la coopération entre les deux parties. Cette fois-ci, donc, au-delà de l'Espagne, il y a l'Union européenne et il y a surtout le Parlement qui comporte européen plus de 700 eurodéputés et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques en la matière. Donc parfois les accords sont votés au sein de ce Parlement, sectoriel, agriculture, pêche, etc. Ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes face à une réactivation, redynamisation de ce genre de structure. Nous poursuivons donc cette lecture de certains points forts de la déclaration conjointe ayant sanctionné la visite officielle effectuée avant-hier par le président du gouvernement espagnol, le rétablissement de la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, mais aussi la réactivation du groupe de travail pour la délimitation des espaces maritimes sur la façade atlantique. Un commentaire d'éclairage, professeur? Alors, pour ce point, il est crucial et important pour les Espagnols comme pour les Marocains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par délimitation des espaces maritimes sur le plan atlantique? C'est qu'on parle en droit de la mer de chevauchement de juridiction. Parce qu'il y a les îles Canaries, et finalement, si les îles Canaries définissent leur zone économique exclusive, c'est 200 000 marins, ça va évidemment empiéter sur la juridiction maritime marocaine. La Convention de Montego Bay de 82, qui est la référence majeure pour les deux pays et que le Maroc a ratifié en 2007, prévoit la possibilité d'activer une coopération conjointe entre des parties riverains de la même mer. C'est ce que justement le Maroc et l'Espagne veulent activer. C'était depuis 2001. Maintenant, il s'agit tout simplement de relancer cette discussion, c'est pour parler en vue d'aller en commun explorer le potentiel qui gît au sein de l'Atlantique, et cela va permettre de déraciner, si vous voulez, un peu les causes de la conflictualité dont les deux parties ont souffert. Très bien. Je retiens également un autre point de la déclaration conjointe, celui qui porte sur la facilitation des échanges économiques et des liaisons entre les deux pays. C'est le coup d'accélérateur qu'attendaient les opérateurs économiques au niveau des deux rives? Exactement. Alors nous assistons aujourd'hui à un renforcement de l'interdépendance entre les deux pays. Et cela ne constitue que la traduction de la logique géographique et de l'histoire, la proximité. Vous savez, plus de 3 millions de Marocains empruntent les itinéraires espagnols pour arriver à bon port au Maroc. Et en plus, il y a plus de 700 000 véhicules. On peut donc imaginer aujourd'hui, du point de vue du rétablissement des flux économiques, de la connexion maritime entre les deux parties, cela sera extrêmement bénéfique pour l'Espagne, qui est le premier partenaire économique pour le Maroc. Et donc, il y a des enjeux financiers et économiques énormes entre les deux parties à consolider. Et n'oublions pas de souligner que le Maroc est aussi très présent en Afrique à travers des partenariats publics-privés. C'est une grande opportunité pour les investisseurs espagnols. Quels seront les avantages pour les opérateurs marocains dans les relations triangulaires en direction de l'Afrique et en direction du marché européen? Le Maroc va offrir la profondeur géostratégique au niveau du continent africain. Il est membre donc de l'Union africaine et il est très présent notamment en Afrique de l'Ouest. L'Espagne, c'est aussi la porte d'entrée à l'Union européenne et on peut donc réfléchir à des combinaisons en termes de multiplication des coefficients, non seulement sur le plan géoéconomique mais sur le plan géopolitique. Et donc, encore une fois, ce partenariat, on va dire nouvelle génération, va propulser les relations entre les deux parties vers des niveaux qui sont très avancés. Merci professeur Zakaria Boudahab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous. Puis cette réaction ce matin du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, pour qui l'Espagne et le Maroc ont jeté les bases d'une relation du XXIe siècle. Rabat et Madrid vont approfondir leur coopération dans les domaines de sécurité et de l'immigration, mais aussi de manière transversale pour asseoir un partenariat plus global, englobant les infrastructures, l'industrie, la culture, l'éducation et la formation professionnelle. C'est ce qu'a encore précisé le ministre espagnol.
Le Maroc et l'Espagne, c'est aussi des relations humaines et des liens d'appartenance. Le couple Jimeno en est l'exemple pilote. Espagnol de nationalité et marocain de cœur, ils ont élu domicile au Maroc. Cela fait plus de 4 décennies. Un bel exemple d'intégration et de bonne entente, loin de toute brouille ou discorde politique. Nissaline Belghanem, Mehdi Chtaibi et Wafa Doukali sont partis à leur rencontre et Nissaline Hamdaoui nous raconte l'histoire de ce couple marocain de cœur. Cela fait plus de 40 ans que Vicente vit avec sa femme Fina au Maroc. La culture marocaine est pour le couple espagnol un hymne à la convivence. Dans chaque coin de leur demeure, l'on aperçoit des toiles hautes en couleurs portant la griffe d'artistes marocains. ¿Este de quién es? Este es típico del Bertucci. ¿Y este? Del Glaoui. Vale. La visite du président du gouvernement espagnol au Maroc, Vicente l'a suivie avec enthousiasme. L'image de Pedro Sánchez rencontrant le souverain est chargée de symboles. Elle est même porteuse de grands espoirs. Aujourd'hui, je suis content, car enfin les deux pays se sont réconciliés. Maintenant, nous attendons de voir le fruit de cette nouvelle étape. Que nous puissions enfin faire des allers-retours vers l'Espagne à bord de notre voiture et par voie maritime, sans faire le trajet par avion, pour aller à un endroit qui se trouve juste à proximité. Effectivement, j'attends que la normalité se mette en marche. Mon passeport est espagnol, mais le Maroc est dans mon sang et mon cœur. Ce rapprochement entre les deux pays devait se faire il y a bien longtemps, tout naturellement. C'est cela la logique. Nous sommes deux pays voisins et nous devrions toujours nous entendre. Chaque pays a besoin de l'autre. Nous nous aimons bien. Même si Vicente et Fina ne maîtrisent pas le dialecte marocain, ils ont rapidement réussi à se fondre dans la société marocaine. Leur âme est méditerranéenne. Facile donc pour eux de s'y acclimater et d'adopter certaines coutumes bien de chez nous. J'ai toujours été bien accueillie et épaulée par les Marocains. Les relations humaines passent avant les relations politiques. Pendant la crise, jamais un Marocain n'est venu aborder avec moi tout ce qui avait un rapport avec ce que nos relations avaient traversé. Personnellement, je me suis toujours bien sentie au Maroc, pendant la crise ou au-delà de cette période. La crise a bien évidemment fortement impacté les investisseurs espagnols, car l'incertitude régnait. Maintenant, les choses ont changé. J'espère que l'on va enfin profiter de cette bonne décision prise par les deux pays. Hussein est le bras droit de la famille Jimeno. Il a accompagné le couple espagnol tout au long de son installation au Maroc. Aujourd'hui, il se considère comme un membre de cette famille. Les relations humaines nous rapprochent. Je me sens très bien avec cette famille. On dirait qu'ils sont marocains. Les relations maroco-espagnoles, c'est avant tout de belles histoires humaines à raconter pour en tirer les meilleurs enseignements. Les liens qui unissent nos deux peuples sont forts. Rien ne peut altérer leur bonne entente. Direction Rachidia, où près de 12 000 ménages nécessiteux bénéficient de l'opération nationale de distribution de denrées alimentaires Ramadan 1443, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré. À l'échelle nationale, cette aide alimentaire bénéficiera cette année à plus de 3 millions de personnes. Écoutons à ce sujet le coordinateur régional de l'entraide nationale de la région de Draa, Tafilat. Cette opération, initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité chaque année à l'occasion du mois sacré de Ramadan, a pour objectif d'apporter l'aide nécessaire aux familles en situation de vulnérabilité. Au niveau de la province d'Al-Rachidia, 11 643 familles bénéficient de cette opération, dont 93% sont situées en milieu rural. La commission provinciale et 14 commissions locales qui couvrent tout le territoire de la province ont été mobilisées pour la réussite de l'opération et les distributions continueront pendant 3 jours pour permettre aux bénéficiaires de récupérer leur panier dans les meilleures conditions.
Comment allier sport et ramadan? Une question qui revient chaque année. De nombreux jeûneurs sportifs ou novices souhaitant simplement maintenir une activité physique pendant le mois sacré ont du mal à gérer leur pratique sportive en phase de jeûne. Des experts nous livrent leurs conseils. C'est un reportage d'Imana Bloua, Abir Mellouki et Adna El Harras. 16 heures, forêt Ibn Sina de Rabat. Une mine d'or verte pour les sportifs. D'habitude, l'espace est pris d'assaut par les amateurs et les professionnels. Mais le mois sacré change bien des habitudes. Je fais du sport toute l'année, mais durant le ramadan, l'activité change de rythme. J'en fais pour maintenir la forme et entretenir ma condition physique. En plus, nous avons vraiment du temps avant le ftour. J'ai l'habitude de faire du sport pendant le ramadan pour éviter que je prenne du poids. Je fais mes exercices 1 heure avant la rupture du jeûne. Pour certains, sport et ramadan font bon ménage, mais à certaines conditions. Il n'est pas conseillé de faire du sport aux premières heures du jeûne, bien au contraire. C'est la période juste avant le ftour qui s'avère le meilleur moment pour toute activité physique. Je fais du sport avant le ftour. Seulement, il faut mobiliser entre 50 et 70% de ses capacités. Opter pour des exercices légers. Pour ceux qui pratiquent les arts martiaux et la musculation, il est préférable de s'entraîner après le ftour, car ces exercices nécessitent beaucoup d'hydratation. غادي يكونوا محتاجين الماء بحال الاكسجين فمن الاحسن انهم يمارسوا الرياضه ديالهم من بعد وجبه الافطار. يستحسن ممارسه الرياضه بعد الافطار والاكتفاء بعمليه المشي. Il est recommandé de pratiquer les activités physiques après la rupture du jeûne et se contenter d'une petite marche pour écarter tout risque de déshydratation du corps ou encore celui de destruction de la masse musculaire. الاحتياطات اللازمه من الطاقه اللي ممكن يستعملها. Résultat des courses, faire un minimum d'efforts en lien avec sa condition physique. Si vous êtes déjà un sportif, vous pouvez continuer à en faire, à condition d'être plus attentif à votre corps. Si vous ne l'êtes pas, évitez carrément d'en faire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario, votre journal en espagnol. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.